Et si je te disais qu'investir ton épargne dans le but de te protéger contre la hausse des prix à la consommation n'était pas suffisant pour protéger ton épargne, et que la vraie mesure de l'inflation que les investisseurs doivent prendre en compte, c'est pas le fameux IPC, donc l'indice des prix à la consommation, dont on entend souvent parler dans les médias mainstream, mais une autre mesure de l'inflation qui est beaucoup moins connue du grand public, mais qui est en réalité beaucoup plus importante si tu veux vraiment protéger ton épargne. Je vais t'expliquer plus tard dans cette vidéo de quoi il s'agit exactement et te montrer ce que tu peux faire clairement pour te protéger contre cette fameuse autre inflation. Commençons d'abord par voir ensemble pourquoi l'inflation est quelque chose que nous, les investisseurs, se devons de surveiller avec beaucoup d'intérêt. Cette formule ici, elle te montre comment tu peux calculer le rendement réel de ton portefeuille. En gros, d'abord, le rendement nominal, c'est la performance de tes investissements. Ensuite, la performance réelle de ton portefeuille, ça va simplement être le fait d'aller déduire l'inflation de la performance de ton portefeuille. Et ça veut dire du coup que tant que ton rendement réel est positif, ça veut dire que tu es devenu plus riche cette année. Et si ton rendement réel est négatif, ça veut dire que tu t'es appauvri cette année. Donc si ton portefeuille fait 5% de rendement nominal et que l'inflation est à 2%, alors tu es 3% plus riche. Par contre, par exemple, si l'inflation est à 3% et que tu as fait 2% de rendement nominal, tu t'es appauvri de 1%. Et ce qui est important de comprendre avec l'inflation, c'est qu'il affecte absolument tout le monde et n'arrange absolument personne. Même les très riches, même les Elon Musk, les Bernard Arnault, même s'ils ont les actifs, eux, justement pour se protéger de l'inflation, c'est quand même quelque chose qui va les affecter et clairement qui ne va pas les arranger. Donc quelque chose que eux doivent combattre également. Le problème maintenant, c'est comment est-ce qu'on mesure cette inflation. Et c'est là justement tout le sujet de cette vidéo. C'est que normalement, comme je te le disais au début de cette vidéo, l'inflation comme on l'entend dans la vie de tous les jours, ça va 9 fois sur 10 être par rapport à l'IPC, l'indice des prix à la consommation, qui représente, si tu veux, le panier de la ménagère moyenne. Donc ce que le ménage moyen dans un pays consomme sur une année, selon la répartition de ses différents postes de dépenses. Donc ici, par exemple, on voit le panier de consommation moyen d'un ménage en Suisse. Donc on voit qu'en moyenne, le plus gros poste de dépenses d'un ménage en Suisse, ça va être tout ce qui est lié au logement. Donc c'est typiquement le loyer, les charges, l'eau, l'électricité, etc. Vraiment tout ce qui est lié au logement. Et donc ce poste représente en Suisse, en moyenne, 25% du budget d'un ménage. Mais typiquement, ce que tu vas retenir, c'est que l'IPC mesure le panier moyen à l'intérieur d'un pays et il va être typiquement différent d'un pays à un autre. Comme tu vois ici, par exemple, au panier moyen français, la pondération va être un peu différente. Mais le problème justement, c'est ça, c'est que l'IPC, c'est la représentation des dépenses du citoyen moyen. Et le citoyen moyen, typiquement, il ne possède pas beaucoup d'actifs financiers, il est très souvent simple locataire et donc pas propriétaire de sa résidence principale et n'a normalement pas d'immobilier tout court. Et aujourd'hui, c'est bien connu en Europe et aux États-Unis, donc grosso modo dans les pays de l'Ouest, on a de plus en plus de personnes en situation de précarité, donc sous le seuil de pauvreté, et les riches, eux, deviennent de plus en plus riches. Donc on a une classe moyenne qui, elle, est en train de rétrécir chaque année parce que la classe moyenne, justement représentée par ce panier moyen qu'est l'IPC, est en train de s'appauvrir au profit des plus riches. Et donc la vraie mesure de l'inflation que tu dois prendre en compte pour tes investissements, pour mesurer si tu es vraiment en train de t'enrichir ou pas, ce n'est pas l'IPC, mais c'est la hausse de la masse monétaire. Donc, soit aux États-Unis ou en Europe, la masse monétaire est en constante augmentation depuis de nombreuses décennies. En 1980, on avait par exemple 1070 milliards d'euros en circulation. Aujourd'hui, on est à 15 400 milliards. Donc la masse monétaire a été multipliée par 15 en 44 ans. Mais alors justement, comment fonctionne ce système d'imprimante monétaire? Est-ce qu'on peut vraiment en créer autant qu'on veut à partir de rien? Et surtout, tout ce pognon qui a été injecté, où est-ce qu'il est passé? Il faut savoir, en pratique, la masse monétaire n'est en réalité pas créée par la banque centrale directement, mais par les différentes banques commerciales. Par contre, la banque centrale peut, à travers sa politique monétaire, décider si c'est le moment pour les banques commerciales d'émettre beaucoup d'argent ou s'il vaut mieux mettre la pédale douce. Et pour ça, typiquement, la banque centrale a plusieurs outils à sa disposition. Donc essentiellement la possibilité de baisser ou de monter les taux d'intérêt, qui est l'outil le plus connu, ou par exemple d'acheter des actifs qui sont au bilan des banques commerciales. Et donc comme tu l'as compris, baisser les taux d'intérêt, ça va impliquer une politique monétaire expansionniste, puisque les banques peuvent prêter plus, puisque l'argent coûte moins cher. Et par contre, monter les taux d'intérêt, ça veut dire inciter les banques à prêter moins d'argent parce que l'argent coûte plus cher. Et le fait d'acheter des actifs des banques commerciales, ça va inciter également les banques à émettre plus d'argent, puisque si elles vendent leurs actifs à la banque centrale, ces banques, elles auront plus de liquidités à disposition pour aller le déployer dans l'économie réelle. Et donc justement, en théorie, ce qui se passe, c'est que cet argent est censé être utilisé pour créer de l'activité économique. Donc, par exemple, prêter de l'argent à des entreprises, financer des entrepreneurs, créer des emplois, créer de la croissance économique. Le problème, c'est que cet argent injecté va
passe d'abord par ces institutions financières. Et donc, ce qui se passe en réalité, c'est que du coup, ces institutions préfèrent utiliser cette liquidité pour aller déployer cet argent directement sur les marchés financiers en achetant par exemple de l'immobilier, des actions, des obligations, du private equity, etc. Donc maintenant qu'on sait que la vraie inflation à laquelle les investisseurs doivent faire attention, c'est justement la hausse de la masse monétaire, parce que l'argent est toujours injecté quelque part, et que status quo, cet argent est justement injecté dans les marchés et dans l'immobilier, il faut maintenant aller trouver des actifs qui surperforment par rapport à la hausse de la masse monétaire. Dans le cas de l'euro, par exemple, on sait que la masse monétaire est passée, comme je disais, de 1070 milliards à 15 400 milliards sur ces 45 dernières années. Ça veut donc dire que si on annualise ce taux de croissance, on est sur une croissance de la masse monétaire par année de 6,07% pour la zone euro. Donc si vous êtes en euros aujourd'hui, il faut que vous alliez investir sur des actifs qui vous rapportent au minimum 6% par année. Donc regardons historiquement les actifs qui vont être intéressants pour vous et lesquels ne le sont pas. Donc là, on se retrouve sur mon écran et on va aller passer en revue différents actifs pour voir s'ils surperforment ou sous-performent la masse monétaire en question. Donc là, typiquement, je suis sur le CAC 40, donc l'indice, la bourse française, donc les 40 plus grosses entreprises cotées en France. Et donc on dit toujours que le marché action, c'est ce qui rapporte le plus de performance. Donc on prend le plus de risques, mais on a aussi le plus de performance. Donc on voit qu'effectivement, depuis 1988 jusqu'à aujourd'hui, le prix en 1988 était autour des 1000 euros. Il est aujourd'hui autour des 7000, donc on a fait 1 x 7 depuis 1988. Donc c'est pas mal de performance, mais est-ce que ça suffit pour surperformer la hausse de la masse monétaire en euros? Donc pour ça, c'est très simple. On va aller diviser sur TradingView par EUM2, donc Money Supply M2, c'est une mesure de la masse monétaire. Et on voit que ici, effectivement, si on la mesure par la hausse de la masse monétaire en euros, on voit que la performance est beaucoup plus maigre. Un autre point très intéressant aussi à observer ici, pour celles et ceux qui connaissent un peu les figures chartistes, ça ici, on appelle ça un épaule tête-épaule. Et typiquement, c'est considéré dans l'analyse technique comme une figure de retournement. Donc ça, quand vous voyez quelque chose comme ça, le marché peut très souvent l'interpréter comme une continuation derrière de la baisse. Donc des fois, l'épaule tête-épaule n'est pas très propre. Des fois, on peut avoir des trucs un peu comme ça. C'est pas si facile à voir. Mais pour le coup, et là typiquement on a une continuation de la baisse après, typiquement ici, cette figure est quand même extrêmement claire, donc c'est très intéressant de voir ça aussi. Donc le CAC 40 mesuré sur la masse monétaire, on a justement ce magnifique épaule-tête-épaule, on a baissé ici et depuis 2008, vous voyez que grosso modo, on n'a pas eu de performance. On consolide dans ce range ici, donc depuis presque 20 ans aujourd'hui, et donc très clairement, si vous avez investi dans le CAC 40, dans le but de vous protéger contre la hausse de la masse monétaire, si vous le faites depuis 2008, vous gardez grosso modo votre pouvoir d'achat. Par contre, si vous êtes rentré en 2001, vous voyez que vous êtes largement perdant. Donc très clairement, contrairement à ce qu'on pense, investir sur le CAC 40, c'est pas quelque chose qui va vous enrichir pour de vrai. Maintenant, on va aller faire le même travail par exemple sur l'or, parce que l'or c'est visiblement très connu pour soi-disant maintenir votre pouvoir d'achat. On va voir ce que ça nous donne par rapport à ça. Donc ici, je suis justement sur le prix de l'or. Donc là, vous voyez très clairement, si on prend l'historique, depuis 1833, l'or était autour de, je sais pas, c'est quoi, c'est à peu près $20, $20 l'once, donc c'est vraiment peanuts par rapport à aujourd'hui. On a fait un x100 depuis 1833, c'était aussi il y a 200 ans, mais grosso modo, oui, il y a quand même eu, l'or a évidemment énormément monté en dollars, donc grossi. Donc là, la question à se poser, c'est quelle partie de cette surperformance c'est vraiment expliquée par la hausse de la valeur de l'or ou par simplement la dévaluation du dollar. Donc ça, pareil, on va aller diviser le prix de l'or par la masse monétaire en dollars. On va faire le même travail pour l'euro ensuite. Et là, vous voyez que c'est beaucoup moins visible que ça. Alors là, pour le coup, si on divise par la masse monétaire, on n'a pas de la donnée jusqu'à 1833, mais depuis 1960, donc ça nous donne quand même plus de 60 ans d'historique. Et vous voyez que l'or, ça, pareil, c'est quelque chose qui va juste en soi maintenir votre pouvoir d'achat. Donc si on le mesure par la dévaluation de dollar, si vous êtes aux États-Unis. Par contre, là aussi, ça va forcément dépendre du timing dans lequel vous investissez. Donc, si vous êtes dans les années 80, par exemple, là, on avait eu justement un gros pic inflationniste, vous commencez à investir dans l'or par rapport à ça. Si on mesure par rapport à la hausse de la masse monétaire, votre performance derrière, elle est catastrophique. Ici, pareil, vous voyez de nouveau ce beau épaule-tête-épaule. Et l'analyse technique, ça marche aussi sur des time frames sur plusieurs décennies. Vous voyez, c'est très clair ici, épaule, tête, épaule. On vient retester la neckline et puis derrière, on continue de baisser. Et donc le creux, c'était en 2000, grosso modo. Si en 2000, vous avez commencé
à investir dans l'or pour vous protéger contre la masse monétaire, là vous voyez que on a grosso modo un drift positif. Mais si on regarde sur ces 60 dernières années, c'est pas forcément le cas. Maintenant, on va comparer ça en euros par exemple. Donc on va les regarder. Pour ça, on va simplement aller diviser par l'euro USD. Et là, ça nous donne justement le prix de l'or en euros. Et maintenant, on va aller diviser ça par la hausse de la masse monétaire en euros. Donc là, le constat est encore plus frappant. Sur ces 45 dernières années, la valeur de l'or en euros n'a pas suffi à vous protéger contre la hausse de la masse monétaire européenne. Et là, effectivement, depuis 2008, on voit un regain de l'effet de l'or de hedge par rapport à la hausse de la masse monétaire. Mais l'idée reçue qu'on avait déjà dans les années 80, c'était justement l'or pour se protéger contre l'inflation, contre la dévaluation monétaire. Clairement, si vous avez commencé à investir dans les années 80 dans l'or, vous êtes largement perdant. Et en plus, tout ça, c'était encore avant le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est un peu le concurrent de l'or, mais pour moi, sur plein d'aspects, le Bitcoin a de bien meilleures propriétés de hedge contre la dévaluation monétaire que l'or. Le Bitcoin, c'est 100% traçable. Le Bitcoin, vous savez que vous n'aurez jamais plus de 21 millions. Alors que l'or, vous avez toujours le risque, si vous êtes investisseur, qu'on découvre demain un énorme gisement d'or en Australie, par exemple, qui fait fortement augmenter l'offre et puis qui diminue sa valeur. Avec le Bitcoin, on n'a pas ce risque-là. Donc même avant l'existence du Bitcoin qui vient cannibaliser une partie justement de cette propriété de hedge contre l'inflation de l'or, même avant ça, l'or n'a vraiment pas suffi en fait pour couvrir les épargnants des années 80 contre justement la hausse de la masse monétaire. En euros. Maintenant, on va aller regarder encore ce que ça donne du côté France-Suisse parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui sont suisses, donc directement concernés par ça. Donc, on va directement aller regarder. Donc, on va multiplier par USD-CHF. Ça vous donne le prix de l'or en francs suisses. Et encore une fois, on va diviser ça par la masse monétaire suisse, money supply. Et là, encore une fois, est-ce que l'or vous couvre contre la hausse de la masse monétaire en francs suisses? Si vous êtes en Suisse, encore une fois, ça dépend du timing. Ici, oui. Ici, pas du tout. On va aller regarder encore certains, notamment le Nasdaq. Pareil, Nasdaq, alors on va prendre dans les deux cas, on va d'abord prendre avec le dollar. Donc là, avec le Nasdaq, vous vous rendez compte que vous avez quand même un drift positif. Par contre, justement, si vous investissez en fait au pic de la bulle internet, aujourd'hui vous avez juste récupéré en fait, vous avez juste break-even en fait, si vous regardez ça comme ça. C'est intéressant parce que du point de vue technique, du coup, on a quand même une assez grosse résistance ici. Donc à voir justement sur les prochaines années si le Nasdaq va pouvoir casser cette résistance ou si on aura de nouveau une phase de surperformance de la masse monétaire en dollars par rapport à la performance du Nasdaq. Mais vous avez quand même un drift qui est positif. Mais là, encore une fois, ça va dépendre, ça va pas être n'importe quand non plus. En l'occurrence, le Nasdaq, si on revient sur le graphique normal, et la correction qu'on a eue en soi mesurée en dollars, la correction qu'on a eue en 2000, justement le pic de la bulle internet, aujourd'hui, c'est anecdotique par rapport à la performance qu'on a eue ensuite. Encore mesuré à justement la hausse de la masse monétaire, on se rend compte que finalement, on était quand même clairement dans un excès spéculatif à ce moment-là. Et d'ailleurs, très intéressant de reconstater qu'on est aujourd'hui en train de réatteindre ce niveau. Maintenant, si du coup on mesure le Nasdaq en euros, pareil, vous avez une très jolie performance. Et du coup, si on va le diviser par la masse monétaire européenne, là c'est très intéressant parce que là du coup, vous voyez que le drift, il est quand même beaucoup plus positif. Et cette résistance, cette fameuse résistance justement de l'année 2000, on semble être en train de la casser. Donc si vous êtes en euros, vous avez commencé à investir dans le Nasdaq au pic de la bulle 2000, mesuré face à la hausse de la masse monétaire en euros, vous êtes aujourd'hui de nouveau gagnant. Donc si vous êtes en euros, il semblerait que le Nasdaq semble quand même relativement bien vous couvrir contre la hausse de la masse monétaire. On va aller regarder encore, j'ai oublié de le faire d'ailleurs, celui-là c'est vraiment l'éléphant dans la pièce, ça va être le S&P 500, mais qu'est-ce que ça donne si on divise ça par la masse monétaire? Vous voyez que c'est pas hyper clair, hein. Ça descend, ça monte, ça baisse, mais on va pas atteindre les anciens plus bas. On remonte, donc on a une tendance qui est légèrement positive à travers le temps, donc si on mesure sur plusieurs décennies, mais encore une fois là, le timing va être important. En 1967, ça n'aura pas été un excellent moment pour investir dans la S&P 500. En 2000, pareil, ça n'a pas été un très bon moment pour investir. Aujourd'hui, on n'en sait rien, mais au moins on voit que sur ces 60 dernières années, presque 70 dernières années, on a quand même une tendance qui est un petit peu positive. Donc, encore une fois, mesuré en euros. Pareil, performance largement positive, évidemment. Et ensuite,
divisé par la masse monétaire. Donc là, encore une fois, ça va être fortement dépendant du timing. On ne sait pas, peut-être que demain, quand on va atteindre cette résistance ici, le marché va faire ça. Mais basé sur ce qu'on voit en ce moment, il y a quand même une légère tendance positive du S&P 500 face à la hausse de la masse monétaire en euros. Même chose pour le Nasdaq, ce qui du coup n'est pas forcément le cas avec l'or. Donc il se trouve que, apparemment, le S&P 500 et le Nasdaq vous offrent une meilleure protection contre la dévaluation monétaire en euros que ce que vous avez avec l'or. Et enfin, le dernier, ça va être le Bitcoin. Donc le Bitcoin, alors là on est en dollars. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour le coup, on a une très grosse surperformance du Bitcoin, même mesurée par rapport à la hausse de la masse monétaire. Enfin, on voit presque même pas la différence sur les graphiques. Donc le Bitcoin est largement une très bonne couverture jusqu'ici contre la hausse de la masse monétaire en dollars. Le problème avec le Bitcoin jusque là, c'est qu'on n'a pas encore beaucoup de données. C'est un actif qui existe que depuis 2008. Sur les autres actifs, on a de l'historique depuis ces 60-70 dernières années, donc des données qui sont aussi plus fiables. Mais aujourd'hui, c'est clair et net que le Bitcoin, si vous investissez dans le Bitcoin, vous êtes largement gagnant par rapport à la déviation de la masse monétaire. Donc ça, c'est le cas en dollars. Et si on va regarder en euros, donc là, on a le prix du Bitcoin en euros. Et encore une fois, on va diviser par la masse monétaire. Et là, encore une fois, même graphique, vous êtes largement gagnant. Donc même si votre monnaie de base, c'est l'euro, le Bitcoin vous protège largement contre la hausse de la masse monétaire. Mais encore une fois, c'est un actif qui existe depuis 2008, donc prudence, on n'est pas du tout à l'abri que demain, on est comme on a eu avec le Nasdaq dans les années 2000, quelque chose qui fasse comme ça. Mais pour qu'on ait une telle chute du prix de l'actif par rapport à sa masse monétaire, ça voudrait forcément dire qu'on a aussi une grosse chute du prix tout court pour venir rechercher le plus bas des anciens cycles, sachant que l'offre se raréfie chaque 4 ans. Moi, ça me paraît peu probable que ça arrive, que si on va avoir une correction, on aurait peut-être plus quelque chose de comme ça avec quand même un drift un peu positif, mais c'est un risque qui est à prendre en compte. On n'a pas encore beaucoup de données sur le Bitcoin. 15 ans sur la vie d'un actif, c'est rien du tout. Donc voilà, toujours rester prudent par rapport à ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura été utile. Comme d'habitude, dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a été utile, n'hésite pas à lâcher un petit like et à la partager autour de toi. Moi, je reviens très vite avec une prochaine vidéo. C'était Patrick de Sortie Terre. Ciao!